Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la presse. C'est dimanche 3 mai 2020. À cette occasion, l'UNESCO a émis effectivement un appel en direction des médias en ligne pour qu'ils traitent l'information concernant la pandémie de COVID-19 avec beaucoup d'attention. À cet effet, en ce qui concerne le Tchad, nous avons voulu vraiment organiser un débat avec des différents acteurs des médias qui interviennent, qui interagissent à partir de l'étranger. Je pense à Mohamed Astirik Halata, fondateur du site d'information Le Tchadantropolis depuis Paris. Je pense à Gassim Sherif, qui est journaliste tchadien exilé en France à Toulouse. Je pense à Mohamed Saleh Daoud Habib, qui est journaliste et fondateur du site Naïd Info. Je pense également à Eric Topona, journaliste également, mais à Deutsche Welle, radio francophone. Je pense aussi à Ahmad Bichara Zaidan. Merci aussi à la chaîne Ziana TV de nous avoir donné l'opportunité technique de réaliser cette émission sur le Tchad. Mesdames et messieurs, bonjour Chérif. Oui, bonjour Monsieur Makaïla. Bonjour Mohamed Assilek. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Bonjour Habib. Bonjour Makaïla, bonjour. Bonjour aussi à Eric Topona, je pense qu'il est en ligne, mais bon, il va essayer, il nous écoutera tout à l'heure. Eric, bonjour. Eric va nous rejoindre bientôt. Bonjour aussi à Ahmad Bichara Zaidan. Je rappelle que ces différents intervenants interagissent depuis l'étranger parce que compte tenu de la situation politique du Tchad, et donc ce qui les a obligés de quitter le Tchad pour s'exiler. Et puis en fait, ils tenteront, à travers leur expérience, à travers ce qu'ils font, tenteront de nous apporter leur éclairage, analyse sur cette journée mondiale de la liberté de la presse, et en faisant un état des lieux sur la presse tchadienne, particulièrement une presse quand même confinée, je dirais. Alors, pour commencer, je donne la parole très rapidement à Mohamed Assilek. Bonjour. Oui, bonjour. Mohamed Assilek, je rappelle que vous êtes le fondateur du site Le Tchadantropolis, un site de l'opposition tchadienne en exil. Et vous inspire ces 3 mai 2020 qui consacre la journée mondiale de la presse dans un contexte de confinement, de pandémie? Comme tout le monde le sait, une journée comme cette journée-là, le 3 mai, on est au 3 mai 2020, une journée de la presse, est une journée de la presse et de la libre expression. Et vous savez, comme on le dit souvent, la libre expression dit qu'il faudrait libérer la parole. Et quand on libère la parole, généralement, ça ne fait pas bon ménage avec les régimes autocratiques, les systèmes dictatoriaux de par le monde. Une journée comme celle d'aujourd'hui, je le dirais en introduction, c'est une journée qui doit faire réfléchir. Il doit faire réfléchir d'abord ceux qui sont journalistes sur les motivations qui les poussent à embrasser ce métier-là, à vouloir propager l'information, la bonne information. Fort malheureusement, beaucoup de journalistes ne peuvent pas exercer loyalement leur métier. Vous savez très bien, on a un exemple, autant de journalistes, qui dit journaliste passe toujours par la case prison. C'est dans les pays autocratiques. Et il en demeure moins, et même dans les pays démocratiques, bien assis, on trouve des journalistes qui passent par une garde à vue ou par la case prison. Quand on parle des journalistes et leur incarcération, la brutalité qu'ils subissent, on a des cas d'actualité. On a vu notre jeune frère et confrère Inoua Doulgué qui, ne serait-ce que parce qu'il a fait un papier dénonçant la gabegie qu'il y a au pays, des politiques se sont acharnés sur lui avec des hommes d'affaires véreux et ça lui a valu au moins presque une année de prison. Et je peux en citer autant. Il y en a qui ont même perdu leur vie. Moi, je pense qu'une journée comme celle d'aujourd'hui doit être une journée de réflexion pour les journalistes d'abord, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire sans prendre des risques et autant conséquents. Une journée de réflexion pour ceux aussi qui n'acceptent pas la libre expression, qui doivent se dire que nous sommes dans le XXIe siècle et que
et que les méthodes par le passé ne doivent plus continuer. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, à vous entendre parler, c'est que la situation reste quand même extrêmement dangereuse dans certains pays à travers le monde et que vous inscrivez effectivement dans cette démarche de dénonciation à travers votre site d'information, n'est-ce pas, Mohamed Assili? Absolument, parce que vous savez, je ne suis pas le seul. Hein. Beaucoup d'entre nous ici sur ce plateau-là, nous ne faisons que ça. Il y a lieu, je dis bien, il y a lieu de leur rendre hommage parce que c'est quelque chose qui ne leur fait pas que des amis. C'est un métier qui vous fait beaucoup d'inimitié, oui. Vous faites beaucoup des ennemis. Oui. Généralement, regardez, hein, même dans les pays démocratiquement bien installés, comme je disais tout à l'heure, a fortiori dans un pays comme le Tchad ou l'Afrique, ou encore le taux d'alphabétisation dans certains pays ne sont pas tellement élevés et qui ne sont même pas à même de comprendre exactement le métier du journalisme. Donc moi, je pense que je ne suis pas le seul, puisque vous me parlez au singulier. Oui. Et comme Habib d'ailleurs, comme toi-même, comme moi je pense que chacun à son niveau essaie d'amener la pierre à l'édifice, mais on le fait en capitalisant beaucoup plus de méchanceté sur nos personnes, oui. Que, bon, fort heureusement, il y a quelques-uns quand même qui louent, qui nous disent continuez, ne lâchez pas. Et moi, je pense que c'est le message que je dirais à chacun d'entre nous ici. Il faut, tant qu'on est sur le terrain de la justice et qu'il faut dénoncer, continuer à dénoncer. Merci, Mohamed Assilek, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site d'information Les Tropis et vous émettez depuis Paris. Chérif, vous êtes journaliste tchadien, vous avez exercé dans la presse localement au niveau du Tchad avant de quitter votre pays. Et aujourd'hui, vous célébrez la journée mondiale de la presse. Chérif, qui vous inspire cette journée-là particulièrement, vous qui avez payé un lourd tribut en vous exilant? Bonjour, j'adresse d'abord tous mes voeux à tous mes confrères, qu'ils soient au Tchad, qu'ils soient à l'étranger. Et cette journée, elle est particulière pour moi parce qu'elle s'inscrit dans un cadre assez particulier, en l'occurrence le Covid-19, cette pandémie-là qui sévit. Et d'abord, elles vont à tous les journalistes qui sont, en ce moment où nous parlons au Tchad, dans les prisons au Tchad, à tous les journalistes qui sont de par le monde, qui sont dans les prisons, qui sont en situation de guerre, qui sont en situation de comment on appelle ça, d'intimidation et toutes sortes. C'est ça. Et pour moi, cette journée, elle m'inspire trois choses qui partent de la liberté de presse. La liberté de presse, elle est fondée sur deux piliers essentiels qui sont la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Il n'y a pas de liberté de presse sans une liberté d'opinion et sans la liberté d'expression. Et deuxième chose qui est très importante aussi, c'est aussi comment on appelle ça, la responsabilité sociale, la responsabilité politique de la presse dans une société. Et la presse, la liberté de la presse, elle est consubstantielle à la démocratie, au développement. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de démocratie sans la liberté de la presse. C'est le socle même d'une démocratie. Et nous, on est dans un pays comme le Tchad qui se dit démocratique. Voilà, c'est une démocratie des façades qui ne donne pas la liberté de la presse toute sa lettre de noblesse. Et Mohamed a fait très vite, il a fait vraiment le bilan de la situation. Nos confrères qui sont toujours arrêtés, il y en a d'autres qui viennent d'être libérés après des d'arrestations arbitraires. Donc voilà où nous en sommes. Le régime début depuis 30 ans, c'est le musellement de la presse, c'est le nivellement par le bas de la presse. Et aussi un régime qui ne donne pas les moyens conséquents à la presse. On parle de la presse, aussi donner des moyens à la presse, les moyens financiers, les moyens logistiques à la presse. Nous sommes dans une presse qui continue depuis des années à vivre dans la paupérisation. Moi, j'ai travaillé pour un média public au Tchad, mais ces médias publics n'ont jamais eu les moyens conséquents pour faire son travail comme il se doit, en fait. Et donc, la presse, c'est aussi ça, c'est donner des moyens financiers, c'est aussi donner des moyens, comment on appelle, les leviers politiques à cela, afin de bien faire son travail. C'est faire aussi le travail de conscientisation. Une presse
Malheureusement, au Tchad, on a une presse de compte rendu. Moi, je travaille dans un média public, j'essaie de quoi je parle. On n'a pas dans une presse qui aide la population à penser, à comprendre la situation, en fait. On est dans une presse de compte rendu, on nous envoie, on fait de l'institutionnel, on va couvrir des reportages et ça s'arrête là. Ça, c'est pas une presse qui aide. Et heureusement qu'aujourd'hui, à travers le site Tchadantropus, où il y en a d'autres aussi, qui font ce travail-là de conscientisation. Makaïla, tu essaies de le faire aussi. Je pense qu'il y en a d'autres aussi, de prise de conscience sur ce là qu'on veut bâtir pour le Tchad du futur, en fait. Et moi, c'est ça aussi qui est très important, quoi. Merci. Moi, je voudrais compléter Gassim sur, Allez-y, Mohamed. sur un aspect. Ce qu'il dit est beaucoup plus important. Il faudrait que ça parle à nos compatriotes. La presse, c'est vrai, ce qu'il dit, lui qui a touché du doigt le domaine public de la presse au Tchad, on observe une espèce de caporalisation du métier. C'est-à-dire, on essaie de l'appauvrir. Quand je dis de l'appauvrir, le terme encore est inexact. On essaie de la ramener vraiment… Précarisé, en fait. Absolument. Et puis aujourd'hui, vous voyez certaines dérives de certains confrères, je mets des guillemets, qui, au lieu de faire le travail qui leur est assigné, à la limite, ils commercent là-dessus. Ils vont filmer telle personnalité ou encore ils mettent en lumière des personnalités. On a regardé ce qui se passe avec le Zozo, là, excusez-moi Monsieur Abagarde. Non, le Zozo, pas Abagarde, celui-là qui est du Kazakh, qui a les caméras sur lui. Mais c'est des gens qui vont acheter la presse. Faire de la lumière sur eux. Et là aussi, c'est une façon, il y a lieu de dénoncer cela parce que c'est le système qui veut ça. On essaie de caporaliser complètement le métier et le rendre franchement, alors que le journaliste, le métier des médias fait partie quand même des piliers du pouvoir dans le monde. On ne peut pas quand même ramener ce métier-là à l'aspect epsilon pour pouvoir dire aujourd'hui, excusez-moi, je vous le dis honnêtement, au Tchad, qui a du respect pour les journalistes? Pratiquement personne. Merci, Mamat, pour votre analyse. Maman Saleh Daoud, Maman Saleh, vous avez exercé effectivement comme journaliste aussi avant au Tchad, avant de prendre le chemin de l'exil. Aujourd'hui, vous animez depuis la France Nile Info. Maman Saleh, qu'est-ce qui vous a poussé à l'exil au regard du contexte effectivement de la Journée mondiale de la presse? Bonjour, Makaïla. En fait, une fois, bonjour. Moi, je voudrais, dans un premier temps, avant de venir à cette question, de souligner en cette journée, en fait, de la liberté de presse, ma gratitude à tous les journalistes qui sont sur le front, parce que c'est quand même, on vit un moment très spécial où le monde entier est secoué par cette pandémie-là. Et je ne voudrais pas m'étaler sur en fait, ce que les frères ont dit, précisément sur le Tchad. La liberté de la presse au Tchad n'existe que de nom, en fait. Sur le papier, et on a tout. On a tous les textes qui régissent la presse, qui donnent liberté à journaliste d'exercer facilement son métier, et tout existait. Mais en fait, sur la pratique, il n'y a rien. Il n'y a rien, et la presse même tchadienne est scindée en deux. Celle qui défend réellement, celle qui fait seulement réellement son travail était la presse privée, et qui est dépourvue en fait de tous les moyens. Ne serait-ce que même le fonds de solidarité que le HCC octroie pour la presse, ils n'ont pas accès en fait. Et celle que moi j'ai définie comme c'est des journalistes, j'en dis quoi, mais je les définis comme agents de l'État. C'est comme M. Gassi m'a dit, nous avons tous eu la chance d'exercer dessus. C'est la presse publique, que ce soit la radio, l'agence tchadienne de presse ou la télé Tchad. Et ceux-là, vous n'avez pas totalement la liberté des exercices. On fait seulement que des comptes rendus, comme M. Gassi l'a dit, ou faire des reportages sur les activités étatiques et autres, et il y a une censure totale sur tout ce qu'on appelle
activité à l'encontre de ce que l'État est en train de faire. Merci. Voilà, en quelque sorte, ce qu'aujourd'hui les journalistes tchadiens vivent, et c'est ce qui a posé en fait notre désaccord total avec ce qui s'est passé au Tchad. Et vous savez, comme tout le monde, en fait, quand vous n'êtes pas d'accord, soit vous quittiez ou soit vous serez d'accord et restez avec ce qui se passe. Merci pour ton analyse, Mohamed Salih Daoud. Mohamed Assilek, tu as entendu effectivement Habib évoquer l'environnement médiatique tchadien qui est un environnement contrarié. Et selon toi, quelles sont les formes de pression que subissent les journalistes tchadiens qui exercent leur métier sur place? Écoutez, moi, je pense que est-ce qu'on peut parler de forme de pression? Il y a une espèce de pression beaucoup plus sauvage sur les journalistes et les hommes du média au Tchad. M. Gassim et M. Habib qui ont eu la chance d'être dans ce milieu-là avant de pouvoir s'en séparer. Mais c'est complètement comme ce que Gassim dit, c'est des médias de compte rendu. Le président de la République, vous savez, il y a un journaliste qui ne réfléchit pas par lui-même, qui cite le président de la République 10 000 fois sur le même papier. Le président de la République, son Excellence, le président du Conseil des ministres, le chef général des armées, le chef, à la limite, ça devient une chansonnette. Ce n'est plus du papier du journaliste parce que tu ne peux pas capitaliser une espèce d'analyse personnelle. Et le jour où tu veux faire un papier indépendant qui reflète la réalité, c'est que soit dans un pays comme le Tchad, on te bouscule, et dans la bousculade, il y a plusieurs hypothèses et des conséquences. La prison, si tu ne perds pas la vie, tu perds un bras, tu deviens handicapé. Toutes les conséquences sont là. Et la plupart de ceux qui quittent le Tchad et qui aujourd'hui se retrouvent ici ou ailleurs, il faut leur donner raison. Parce que tu ne peux pas fonctionner au Tchad si tu veux avoir un avis différent. Croyez-moi, même ceux qui se disent indépendants et privés, ils sont sous contrôle. Parce qu'ils savent qu'il y a une limite qu'ils ne peuvent pas dépasser. Le jour où ils la dépasseront, c'est qu'ils ils seront entre le marteau et l'enclume. Donc, on ne peut pas parler du journalisme au Tchad. Parce que le journalisme au Tchad est un journalisme, et je pense que le terme est très bien trouvé, est un journalisme de compte rendu. C'est tout. Il regarde, le ministre a fait. On prend caméra, etc. en cours, on va voir parce que juste un ministre est en train d'inaugurer quelque chose. Chose qu'ailleurs, ailleurs, ne se fait même pas. Vous voyez ici en France, par exemple, le maire, je ne sais pas, de Saint-Ouen-l'Aumône là-bas, qui veut poser une pierre pour une petite statue et toute la presse de la République va accourir là-bas. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle est tellement, comment dire, trouvez-moi le terme, téléguidé, si vous voulez, à produire que ce que les chefs veulent. C'est ça. Sinon, ça ne passe pas. C'est un journaliste de communication publique. Ouais. Ouais, moi, si je peux je vais réagir par rapport à cela. Je pense que les médias publics sont caractérisés par deux ou trois choses. Par le clientélisme qui existe. Les médias publics, en l'occurrence la télé Tchad, la radio Tchad, les journalistes, à cause de la précarisation du métier, de la popularité, ils sont très attirés par les per diem. Ça, c'est quelque chose aussi qui baisse le niveau du traitement de l'information. Les gens ils vont couvrir tel ou tel événement parce qu'il y a un per diem qui est donné. Et ça motive les journalistes. Et ce clientélisme-là régit les rédactions, en fait. Les rédactions, elles sont conduites par le clientélisme. Mais je crois que Monsieur Gassim, je crois que c'est fait exprès. C'est fait exprès l'histoire de per diem. Oui, exactement. C'est dû au bas salaire que le journaliste touche, qui n'arrive même pas à joindre en fait le deux bouts, en fait, disons le mois complet. Les journalistes sont poussés vers cette pratique-là. Et je me rappelle très bien, il y a de cela 5, 10, 15 ans, on parle toujours des états généraux de la presse pour contrecarrer en fait cette pratique et donner le pouvoir aux journalistes de faire pleinement leur métier, en fait, d'exercer leur métier qui est d'informer, de sensibiliser et d'éduquer cette population-là. Mais
euh, au fond, il n'y a rien toujours. C'est quelque chose qu'on le pousse année en année. Et chaque date anniversaire de la liberté de presse, ça revient en fait comme cette année, on doit penser sur les états généraux pour contrecarrer tout ce qui est contre-productif pour la presse et tout, mais rien. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... Et puis j'aimerais évoquer un deuxième point aussi, c'est une question de l'autocensure en fait. Il y a beaucoup d'autocensure dans les grands médias publics. Le journaliste lui-même, il s'autocensure. Parfois, moi, j'ai assisté à des scènes où ce n'est même pas le rédacteur en chef ou un directeur, quelqu'un qui impose la censure. Le journaliste lui-même, il s'autocensure. Il comprend un peu la mentalité, il s'inscrit dans une logique d'autocensure. Et parce qu'il veut répondre à telle ou telle connivence, il a peur, parce que la peur, elle est entretenue. L'intimidation, elle est là. Donc, l'autocensure, il y a un problème de communication dans les médias publics. Donc, ça aussi, l'autocensure, c'est vraiment quelque chose qu'il faut revoir. Et la question aussi, ça revient aussi au Tchad, on a ce qu'on appelle l'ODEMET, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des journalistes. L'ODEMET, c'est un organe qui a été mis en place par les journalistes eux-mêmes pour justement pour censurer ce genre de pratiques qui sont le clientélisme, l'autocensure et tout. Mais l'ODEMET ne fait pas suffisamment son travail et l'ODEMET n'a pas les moyens nécessaires aussi. C'est ça aussi un des problèmes du Tchad. On crée des organes, on ne leur donne pas les moyens nécessaires pour faire le travail suffisamment. Merci beaucoup. Là où je voudrais toucher du doigt, ça rejoint les deux interventions de M. C'est un système qui entretient, comme vous le dites, pas le pouvoir. Non, absolument. Parce que ce dont on est en train de parler aujourd'hui pour les journalistes, c'est pour tout le monde. On vous met dans un état de précarité où vous êtes obligé de vous battre contre vous-même avec ce qui est résiduel et quotidien. Oui. Et on vous met dans la situation de celui qui est facilement malléable. Donc, comme le cas du journaliste, vous avez les cas des enseignants, vous avez les cas des autres, qui, normalement, on ne leur donne pas le salaire exact, adéquat, qui leur permet d'être à l'aise. S'épanouir. Vous voyez, si aujourd'hui, tous ces journalistes-là, je veux dire des journalistes, sont indépendants, ils vivent de leur salaire, qui est d'ailleurs autant aisant, moi je pense que ce problème-là va s'arrêter lui-même. Or, on fait tout pour les entretenir dans un système et qui fait qu'ils sont autodépendants de la situation et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens. Merci, Mamad. Alors, en parlant effectivement du journalisme précarisé et puis la chape des plaintes qui peuvent sur eux, je pense à le journaliste Martin Inoua Doulgué qui a obtenu une mise en liberté provisoire, n'est-ce pas, Mamad Assilek? Je passe sous ton contrôle. Et puis, je pense également à M. Rossil Otounas, journaliste de la télé congolais. Il a été suspendu pour avoir posé une question au ministre de la Justice. Nous pensons à lui et nous exigeons sa libération, l'exercice, effectivement, de son droit le plus absolu de travailler sans être inquiété au Tchad. En tout cas, nous sommes très, très conscients de la gravité de la situation en ce qui concerne la presse tchadienne, qui est une presse, comme vous dites, sous contrôle du pouvoir exécutif, une presse précarisée parce que le salaire ne répond pas au niveau réel du journaliste qui devait quand même être mieux rémunéré. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, vous et moi, on est en Occident, on a toujours la chance de continuer à nous former. Il faut se dire que qui est journaliste réellement au Tchad? Qui est allé faire des écoles de journalisme pour sortir avec un diplôme et venir l'exercer vraiment? Moi, je pense, j'en ai vu à l'époque où j'étais stagiaire à la maison de la radio, où il y avait comme Jonava Dieudonné qui était mon tuteur de l'époque. On voyait les Toussaint Baïtoubam, les Moussa Dago, c'est ça? Moussa Dago, oui. Voilà, Moussa Dago, les Abalikaya, ils venaient tous des écoles de journalisme et quand ils faisaient la fierté du journal, parler quand ils parlaient, ou etc. Aujourd'hui, vous voyez, l'échelle de niveau au Tchad est devenue tellement en deçà
en deçà des normes requises, Oui. ce qui fait qu'aujourd'hui, d'abord, qui est journaliste, qui ne l'est pas, et ensuite, quand on parle de vrais journalistes, ces vrais journalistes-là, les pauvres, finissent par subir des conséquences qui sont souvent fâcheuses. Merci. Je crois que, Mohamed, ce que vous dites est vrai, mais aussi, moi, je voudrais ajouter que les journalistes, en fait, il y a des journalistes. Il y a des journalistes au Tchad, ceux qui ont été formés réellement. Aujourd'hui, presque ceux qui exercent, en fait, dans le milieu, surtout le secteur public, la télé, la radio, c'est des journalistes, en fait, formés. C'est des journalistes formés par, avant, c'était la coopération taïwanaise qui finançait en fait la formation des journalistes et la plupart ont leur licence. Mais le problème, c'est que ces journalistes sont limités par le moyen financier. Ils ont leur famille à nourrir. Ils étaient obligés de se soumettre en fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même quand vous prenez par exemple les grilles de programmes, que ce soit de la télé, que ce soit de la radio ou en dehors, à part la presse écrite, je parle un peu de l'audiovisuel, il n'y a pas un programme conséquent. Il n'y a pas de journalistes qui créent en fait. Normalement, on devrait innover, normalement, on devrait faire des émissions éducatives, des émissions débats contradictoires, prendre par exemple les deux côtés, que ce soit la société civile et l'État, sur des sujets qui sont d'actualité. Mais tout ça, au Tchad, il n'y en a pas. Aujourd'hui, quand vous voyez le programme de la télé Tchad, il n'y a que seulement les reportages sur les militaires qui sont partis, par exemple, à combattre à Boko Haram et qui reviennent depuis presque des mois et des mois. On ne voit que en boucle, en fait, que les sociétés, les groupements viennent octroyer des aides et c'est ça qui tourne. C'est comme si c'est des annonces, en fait. Non, ce que tu dis est d'autant. Je vais donner la parole. Je vais introduire Éric Topona, les amis. Je vais introduire Éric Topona. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est voulu. Parce qu'il y a le ministre de la communication qui est voyant sur l'équipe de rédaction. Il y a le directeur de la télé qui est voyant sur l'équipe de la rédaction. Mais on ne te laissera jamais une place pour que tu puisses émerger et faire quelque chose qui puisse jamais. Et excuse-moi, même le plus créateur de créateurs, si souvent on le tasse, on ne lui donne pas les outils par lesquels s'exprimer. À la fin, on se retrouvera sur cette carence. Je donne la parole à Éric. Inda Déby, Grand Cœur, MPS, et le programme est terminé. Merci, Maman. Merci, je comprends votre colère. Alors, j'introduis Éric Topona. Éric, je rappelle que vous êtes journaliste, vous travaillez à Bonn, en Allemagne. Éric, vous étiez aussi auteur d'un ouvrage sur la grandeur et misère et grandeur de la liberté d'information au Tchad. Éric, qu'est-ce qui vous inspire effectivement cette journée de la presse, cette journée mondiale de la presse? Oui. On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Ah oui. On ne l'écoute pas. Oui. Oh là là. Mais personne n'écoute Éric alors. Personne n'écoute Éric, hein? Moi, je ne l'écoute pas, je pense que les autres aussi. Non. Pourtant, moi, je vous regarde, je vous écoute, mais bon. Mais écoutez, allez-y, Éric, je vais essayer d'en parler aux Facebookers. Voilà. Qu'est-ce que vous inspire cette journée de la liberté de la presse au regard de ce que vous avez entendu? Allô? Allô? Oui, Éric, on t'entend. Vous m'entendez maintenant? Moi, je t'entends, oui. Oui, ok. Bon, je pense que les autres ne m'entendent pas, mais je disais, je remercie d'abord tous les autres amis qui sont sur le plateau et le débat était très intéressant sur les conditions d'exercice du spectacle. Oui. Je voulais juste rendre hommage à tous ces confrères journalistes au Tchad qui, malgré la situation difficile, continuent d'exercer le métier. Merci aussi. On ne l'écoute pas du tout. Hein. Vous n'entendez pas? Je vois qu'il est connecté sur... il peut ouvrir son micro et parler. Sur demander. Mais haut-parleur. Mais haut-parleur peut-être. Non, le micro de son ordinateur, voilà. Il peut parler.
Active le micro peut-être. C'est juste parce que si tu vas sur Zoom, à gauche, il y a mieux. Donc, tu actives le mieux, ça passe. Ah ouais? Donc, je vous laisse. Vas-y, allez-y, Eric. Salut, Eric. Oui, vas-y. Ok. Donc, je félicite les panélistes qui ont apporté une participation importante sur les conditions d'exercice du métier de journaliste au Tchad. Oui. Ça, j'ai les échos. Hein. D'accord. Ouais, il y a des échos. Bizarrement, techniquement, ça me fait. Je vais d'abord régler mon micro. Vas-y, règle et tu nous rejoins alors. Ok. Ça va. Règle et tu nous rejoins. Okay. À tout de suite. Alors, vous avez effectivement, Eric, félicité les différents panélistes qui sont autour de cette journée, de ces plateaux, et pour commenter la journée mondiale de la liberté de la presse, qui est une journée très importante pour le professionnel des médias en général, je pense, et à tous ceux qui sont ici parmi nous. Alors, moi, je voudrais poser une question par rapport à ce qu'on appelle la haute autorité, la AMA, par exemple, la haute autorité des médias audiovisuels. Cet organe régulateur, qu'est-ce que vous en pensez de cet organe on a l'impression qu'il est très proche du pouvoir, en fait. Cet organe, on a l'impression qu'il autorégule, mais en tout cas, il vise certains journalistes. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais, Marc, oui. C'est un organe qui a été créé par le régime pour pouvoir contrôler les autres journalistes. Il n'y a pas autre chose que ça. Il légifère. Tout journaliste qui sortira d'un canevas, c'est-à-dire des écrans que veut le régime, est interpellé, sanctionné. Moi, je n'appellerais pas ça une haute autorité des médias. Une haute autorité de médias, il fallait laisser les journalistes entre eux-mêmes élire leur autorité, mettre en place leur structure et qui peut être même revendicatif. Si tu vois un peu la AMA, qu'est-ce qu'elle fait? Tel journaliste, le jour où un journaliste écrit un article sur une autorité ou dénonce des malversations ou parle du clientélisme ou du népotisme, hop, la AMA légifère, on suspend son journal pendant 2 mois. Bon, action faite d'avenir qui est un peu particulier. Je parle pour les autres. Mais comment voulez-vous qu'une autorité comme telle puisse représenter les hommes du média? C'est ça. Impossible, puisque c'est comme un gendarme qui est à la sorte du régime. Tout à fait, oui. Tout à fait. Voilà. Merci, Mamadou Assirek. Je comprends ta colère par rapport à la AMA, qui d'ailleurs est dirigée par un certain Dioulabaye Dieudonné, c'est ça? Qui était un grand journaliste en Yémen et tout. Maintenant, il a basculé, il fait partie du sérail du pouvoir. En tout cas, c'est dommage, après avoir été coopté comme chargé de la communication à la présidence. Makaïla, moi je crois que l'histoire de Hama déjà, c'est pas quelque chose. En fait, nous, la presse, on constitue en fait en quelque sorte le 4e pouvoir. Et aujourd'hui, quand on voit cette presse-là qui crée quand même quelque chose, le président qui a le pouvoir de nommer même son directeur, je crois qu'il n'y a pas une indépendance. En fait, normalement, c'est le père, en fait, les confrères journalistes, c'est eux qui devraient se réunir pour, en toute liberté, élire leurs représentants, en fait, et ceux-là qui devraient réguler, en fait, la presse. Et je crois qu'en ce moment, on peut parler un peu d'indépendance. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette indépendance-là. Quand on voit même le Haut Conseil de la Communication, le HCC, qui régit en fait, régule la presse, même le fait même d'octroyer déjà la carte de presse au Tchad, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Et je crois que M. Gassim est à côté, il le sait très bien, en fait. Donc, pour moi, en fait, la presse tchadienne, aujourd'hui, on parle de SND en 2. C'est la presse étatique. Celle-là, pour moi, n'en parlons pas parce que moi, je les qualifie carrément, c'est des agents de l'État. Ils n'ont pas cette indépendance d'exercer ce métier de journaliste. Et la presse privée,
c'est le sujet qui m'intéresse, en fait, la presse privée aujourd'hui. La presse privée, malgré les faibles moyens qu'ils ont, et malgré aujourd'hui, quand on voit les journaux, par exemple, vous avez soulevé le cas de Martin Inouye. Martin Inouye a été arrêté à cause d'un reportage d'investigation sur quelque chose qui est vraiment intéressant et qui est accrochant. Normalement, il devrait être félicité et non envoyé en prison. Mais malheureusement, vous voyez, et vous, avec nous, tout ce qui s'est passé au Tchad aujourd'hui, et c'est déplorable. Aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui, il faut vraiment trouver les moyens d'aider cette presse-là, cette presse privée, d'arriver à sensibiliser, d'arriver à éduquer la population, d'arriver même en ces moments si spéciaux de coronavirus où on voit au Tchad que personne ne respecte les règles, le geste barrière presque. Pire encore, on voit des conseils de présidents qui écrivent des publications où ils brandissent leur famille comme famille en or et en le geste barrière. Donc, pour moi, je crois que il faut maintenant, quand le débat est là, il faut maintenant trouver le moyen d'aider cette presse privée-là, de prendre le relais et de faire le travail des journalistes. Oui, j'aimerais revenir sur le AMA, la haute autorité de régulation des médias audiovisuels. C'est ça. Et on est passé, on change de nom, HCC, anciennement HCC. Oui. Comme Matt l'a dit, c'est le gendarme un peu de la presse. C'est un organe qui est censé réguler la presse. Mais le du Tchad et de façon globale de l'Afrique, c'est qu'on copie des choses, on copie des institutions. C'est l'équivalent du CSA en France. On copie des institutions sans pour autant donner les moyens nécessaires à ces institutions-là. C'est ça le drame de l'Afrique. Il ne s'agit pas de copier. Toutes les institutions, elles sont à l'image de la France. Nous qui vivons en France, on sait de quoi on parle. Et ça, c'est un des problèmes. Le deuxième problème, un monsieur comme Dieudonné Dionabay, c'est un journaliste qualifié, très compétent, tout le monde le sait, on ne peut pas lui enlever ça. Mais c'est que le problème, il est tombé dans une logique des carrières. C'est ça. Le journalisme, en fait. Il y a beaucoup d'anciens journalistes aujourd'hui qui se placent dans le Hama, c'est devenu en quelque sorte une maison de retraite. Ils tendent vers la fin de leur carrière, ils sont dans le Hama, ils servent le régime en place. C'est juste un organe de propagande, un organe qui sert comme Mohamed l'a dit, à museler la presse, à contrôler la presse, qui écrit quoi, qui fait quoi. C'est juste là. Le Hama n'existe que de nom. Le Hama n'a ni le pouvoir du point de vue financier, politique, n'a pas de crédibilité. Le Hama n'existe que de nom. Moi, j'aimerais revenir aussi sur la dichotomie, là, cette différence entre la presse privée et la presse publique. Bon, la presse publique, on l'a vu avec justement sur le traitement de l'information par rapport à l'opération Boma contre Boko Haram. Bon, c'est un sujet, on ne va pas revenir là-dessus. C'était vraiment une propagande digne, une propagande stalinienne en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai écouté certains confrères avec qui j'ai travaillé, j'étais vraiment obligé. Ce n'était pas du journalisme. Ils étaient en tenue militaire, ils reprenaient tous les éléments de langage du gouvernement. Ils étaient là en train de faire l'éloge d'Idriss Déby et de son armée, qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est une armée, il faut le dire. Ce n'est pas une armée. Le Tchad n'a pas une armée. C'est une milice qui est au service d'un seul homme. Et des journalistes qui disent à la fin des reportages, j'entends Nasser Noudjiti à la fin de ce reportage, qui dit « Vive l'armée tchadienne, vive Idriss Déby ». C'est quoi ça? Un journaliste, il doit quand même distance. Quand j'ai écouté un reportage la fois dernière sur Kourri Boubouti, par un de mes confrères aussi, que je vais taire son nom, pas de journalisme. Ce n'était pas du journalisme. Même le ministre de la Défense était plus digne que ces journalistes-là. Il ne doit pas utiliser les mêmes mots que le gouvernement. Ouais. Ça, c'est quelque chose que moi, je déplore et je l'ai vu quand j'exerçais au Tchad, des collègues, des confrères qui reprennent les mêmes éléments de langage, les mêmes mots. Le journaliste ne doit pas reprendre la neutralité, c'est la restitution des faits. Exactement. L'impartialité, la neutralité. Et sur la privée, c'est aussi le journalisme au Tchad, c'est un peu une caisse de résonance de tout ce qu'on a comme clivage au Tchad. La presse privée, il ne faut pas trop l'encenser non plus. Elle aussi, elle est claniste, elle est régionaliste parfois. Il ne faut pas l'encenser aussi. Et elle est médiocre, la presse privée aussi. Moi, quand je vois certains papiers écrits dans la presse privée, c'est dommage, ouais. C'est vraiment médiocre. Il ne faut pas l'encenser aussi. Elle a cet art, elle a cette limite aussi. Il faut en parler. Il faut en parler parce que justement… On va prendre Ahmed Zaidan depuis Toulouse.
Oui, oui, pour en finir, hein, juste par rapport à la formation de journalistes, la presse privée, on constate souvent, c'est des gens qui ont fait le droit, qui ont fait l'histoire à la fac et qui ne trouvent pas un débouché quelque part et ils se mettent dans la presse privée. Ils créent un journal, deux, trois personnes qui ne répondent pas à qui n'a pas, comment on appelle ça, un modèle économique. Un journal, c'est un modèle économique. C'est quoi le modèle économique de la presse écrite au Tchad? Il n'y en a pas. Elle ne bénéficie pas suffisamment de subventions. Il n'y a pas de publicité dans les journaux au Tchad. Il n'y a pas d'abonnés. Je ne sais pas comment ces journaux-là font pour fonctionner. Normalement, il y a beaucoup de journaux qui doivent être fermés par le Hama, si vraiment le Hama fait son travail. Ça marche. Merci beaucoup, Gassim, pour ton analyse par rapport à la presse. Ahmad est prêt ou non? Ahmad, bonjour. Ahmad, bon, oui, on t'entend, Ahmed, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Makala et les autres invités. Merci d'avoir accepté l'invitation, Ahmed. Ahmed, je rappelle que vous êtes journaliste et fondateur du site légal africain de France. Vous êtes aussi auteur d'un livre sur le journal des réfugiés politiques, mais aussi vous êtes récipiendaire d'un prix Nathalie sur la presse décerné par l'Union européenne. Ahmed, quel regard portez-vous actuellement sur la presse italienne? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mettez un peu le micro un peu élevé là. Oui. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, tout le monde t'entend, Ahmed. On t'entend, monsieur Ahmed. Voilà, ok. Mais je pense que j'ai bien suivi l'intervention de tout le monde. Oui. Et certains ont abordé des sujets liés par rapport à la formation des journalistes, d'autres par rapport aux moyens des médias. Oui, allô? Oui. Ah oui, on t'entend. Moi, je pense que le vrai problème au niveau de la presse tchadienne, je dirais les difficultés sont partagées. Tant du côté de l'État tchadien, qui ne comprend pas le journalisme, parce que le vrai problème au Tchad, c'est que je ne sais pas s'il faut qualifier ça de volontaire ou bien d'inconscience, mais le journalisme, en général, le mot journalisme n'est pas compris au Tchad. Les gens confondent le journalisme avec la police. Et vu de ça, les gens ils n'arrivent pas à pouvoir, l'État lui-même n'arrive pas à accepter déjà ce qu'on appelle un journaliste. Deuxième chose, comment voulez-vous, dans un État, un pays comme le nôtre, dont le président n'est pas élu démocratiquement, pourrait favoriser le média? Et pour que le journalisme au Tchad soit accepté par l'État, soit considéré comme un quatrième pouvoir, comme certains l'ont souligné, comme Mamadou Sall l'a souligné, il faudrait déjà qu'on ait un président élu démocratiquement. Tout à fait. Un président qui n'est pas élu, un militaire qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans au pouvoir, ne peut pas faire face à un journaliste qui vient tout simplement le dénoncer, qui vient fustiger sa mauvaise gestion, sa mauvaise gouvernance de tenir le gouvernement, d'où l'idée de former des contre-journalistes. Moi, j'appelle les journalistes d'État, ce sont des contre-journalistes. C'est comme des anti-journalismes qui viennent contrecarrer ces journalistes compétents qui viennent justement montrer ce qu'ils savent, qui viennent dénoncer, protéger, parce que notre rôle n'est pas seulement de relayer l'information, c'est notre rôle aussi d'analyser le comportement de l'État, la mauvaise gouvernance, le mauvais comportement du peuple, l'incivisme. Mais comment voulez-vous un journaliste qui vient dénoncer l'incivisme d'un peuple, mais qui fait face déjà à une population où 80% ou plus de 80% des populations sont analphabètes, qui ne comprennent pas le journalisme? Aujourd'hui, quand même un enfant qui parle beaucoup, on dit mais vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. Ils disent même en arabe comme ça. C'est honteux parce que l'État qui n'est pas élu démocratiquement, il favorise des anti-journalistes
qui considèrent les bons journalistes comme des mauvais journalistes et les mauvais journalistes sont devenus aujourd'hui de bons journalistes. Ça, c'est du côté de l'État. Et il faut aussi se tourner vers le privé. Je pense que le vrai problème, c'est aussi dans le privé. La majorité des journaux privés, ils jouent aussi des sous-bassements corrompus. Et là, on les connaît. Parce qu'il y a des journaux qui appartiennent à l'opposition. Et certains opposants, ils jouent de la sournoisie politique. Ils sont soi-disant avec le peuple, mais ils entretiennent de belles relations avec l'État. Regardez beaucoup de journaux privés qui font de la censure ou de l'autocensure. Ou bien ils font ce qu'on appelle la rétention d'informations. C'est-à-dire qu'ils retardent la vraie information et ils reprennent ce que leurs collègues l'ont dit pour ne pas qu'ils soient taxés ou qu'ils soient à la barre, en justice. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire la presse tchadienne, elle est en otage entre l'État qui fabrique des anti-journalistes et le privé qui aussi, pour sa façon, fabrique des anti-journalistes. Maintenant, comment faire? Moi, je pense que là où il faut saluer la nouvelle génération du journalisme, c'est celle du journalisme en ligne. La presse en ligne, oui. Vous qui êtes là, vous me suivez? Oui, on te suit, Ahmed. Ahmed, continue. Vous qui êtes là, oui. Je pense que la nouvelle génération de journalistes, c'est celle qui travaille à but non lucratif. C'est vrai, c'est pas facile de vivre quand on n'a pas de moyens, mais un journaliste qui est en ligne, qui a son blog, ou qui a son site, sa radio, ou bien sa petite télévision, eh bien lui, comme il est sous pression de personne, il relaie l'information, rien que l'information. Ça, c'est un point que je soulève. Le second point que je soulève, le mal du journalisme tchadien vient aussi de ce qu'on appelle l'asphyxie rédactionnelle. C'est-à-dire, dans les rédactions, à l'époque, chaque rédaction constitue une école de formation. Mais comment voulez-vous, au niveau, par exemple, de la télé Tchad, au niveau de la radio Tchad, au niveau même de certaines rédactions privées, on fait face à des gens qui sont à la recherche continue de la... Généralement, Mamassa les connaît bien à l'époque, on parlait de journalistes gomboïstes ou de journalistes gombo à la recherche de séminaires, à la recherche simplement de voyages, à la recherche, tout ça. Vraiment, la presse ne constitue plus une école de formation. Normalement, chaque rédaction doit, ce n'est pas un défaut, quelqu'un qui a une licence en droit, qui a une licence en philosophie, s'il veut se mettre comme journaliste, qu'il soit le bienvenu. Mais à condition que dans la rédaction devienne pour lui une école de formation pour lui donner les premières bases du journalisme. Et c'est ça qui fait que l'absence de déontologie et de l'éthique journalistique qui fait qu'aujourd'hui, le journalisme tchadien se meurt lentement. Merci Ahmed. Merci Ahmed d'avoir voulu partager ton expérience en tant que journaliste. Si vous me permettez, allez-y. Évitons cette bagarre entre qui est journaliste et qui n'est pas journaliste, parce que quand vous voyez l'image du journalisme à travers le monde, il n'est pas simplement tenu par des journalistes sortis des grandes écoles ou des écoles simplement. Il est aussi tenu et soutenu de façon assez vivante par des gens qui sont séduits par le journalisme. Et on le trouve ici, par exemple, en France, quand vous prenez l'animateur, j'ai oublié son nom, mais l'animateur qui anime vivement dimanche, ou bien celui qui anime la rubrique patrimoine en France, ce sont des gens qui n'ont que le BPC, ils n'ont pas même le bac, mais qui tiennent bien. Quand vous connaissez Jean Hélène, qui est décédé en Côte d'Ivoire, il n'était pas journaliste, mais qui a simplement une formation en histoire et qui a tenu le journalisme où à l'époque, dans les années 80, tout le monde courait quand c'est 13 heures de RFI. On a envie d'entendre Jean Hélène. C'est ça.
ils chantaient même le journalisme. Ils chantaient même le journalisme. Aujourd'hui, certains qui se croient pro, le journalisme n'est pas forcément avoir un diplôme. On peut avoir un diplôme, mais lorsqu'on est corrompu jusqu'aux ongles, pour moi, ce n'est pas du journalisme. Et je termine par un point qui a été soulevé par M. Mamad Assilek, lorsqu'il parlait de Hama. La Hama, oui. Je dirais, normalement, ce n'est pas un défaut qu'il est dans un pays, le Hama. Mais la seule chose qu'on oublie, c'est que la Hama devait justement avoir son responsable par désignation ou par vote des journalistes qui doivent voter le responsable qui encadre la Hama. Parce que là, le président qui nomme, mais cet homme, même s'il vient d'une grande école, même s'il est né carrément dans un endroit où on est totalement honnête, mais lorsque c'est l'État qui l'a nommé, eh bien, il lui donne des directives. Nous, on n'en a pas besoin de l'homme, d'un représentant ou d'un directeur qui a déjà devant lui un cahier de charges à appliquer. Et après, bon, il y a un autre dernier point que je soulève. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec la carte de presse? Aujourd'hui, c'est quand même malheureux qu'à l'époque, lorsque je travaillais pour SIFI International, qui est un média français, j'ai voyagé avec un commerçant qui possédait la carte de presse tchadienne. Arrivé à Douala, il sort sa carte alors que je le connaissais au marché central. Et il avait cette carte de presse juste pour se frayer le chemin. Incroyable. Donc, je pense qu'il y a un problème d'équilibre. Parce que pour qu'on puisse équilibrer la Hama, il faudrait déjà qu'au sein des journalistes, que ce soit de la diaspora ou ceux du continent, il faudrait qu'on ait une association, l'union des journalistes, qu'elle soit forte, encadrés par des gens forts et qui sont capables de dire non, s'il faut dire non à l'État, et s'il faut dire oui aux opposants, il faut dire oui de façon vraiment, je dirais, impartiale. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on fustige l'État, mais il faudrait aussi qu'on fustige aussi l'opposition, parce que l'opposition, c'est une hyène qui se cache derrière la forêt, parfois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons opposants qui travaillent bien avec des journalistes, mais parfois la majorité, et je dirais la majorité d'ailleurs, des opposants sont aussi des anti-journalistes. Parce que le matin, ils sont avec les journalistes et le soir, ils sont avec l'État. C'est ça le vrai problème. Et merci. Merci Ahmad pour ton analyse et d'avoir partagé ton expérience et surtout ton coup de gueule par rapport au journalisme tchadien qui est aujourd'hui au bas de l'échelle, au regard même du classement dernier du Reporters sans frontières. Le Tchad est placé 123e place avec 39,70 points. Alors, nous allons terminer effectivement cette émission. Il nous reste que 10 minutes. Je voudrais revenir sur les propositions. Mamad Assilek Alata, si on vous demandait comment améliorer la presse tchadienne, les conditions de la presse tchadienne, quelles seront vos propositions? Comment améliorer la presse tchadienne dans le système qu'il y a actuellement au Tchad? Oui, exactement. Après tout, c'est notre pays. Oui, mais moi d'abord, je pense que quand on parle souvent d'avoir un pays avec des institutions libres, il faudrait que la presse puisse être érigée comme une institution d'abord, libre et indépendante. Qu'on laisse la place à la presse privée d'émerger. D'émerger, oui. Et laisser les organes de presse se multiplier. Et moi, je pense que ce n'est que comme ça, avec les avis divers et en laissant l'information se diversifier, on peut arriver à quelque chose. Deuxièmement, il faudrait l'ériger, la canaliser et lui trouver des textes de loi. C'est-à-dire que pour carrément être à l'abri de tout ce qui peut être diffamation, entre autres, etc. Si vous voyez un peu, la plupart des journaux au Tchad, au lieu de s'attaquer
aux faits des hommes, s'attaque aux hommes et leurs faits, mais ne s'attaque pas aux faits des hommes, alors que ce qui nous intéresse, ce sont les faits des hommes, les hommes publics et leurs actions. Or, nous, la plupart, ils visent la tête des gens et ils les écrasent. Donc, mais en somme, moi, je pense qu'avec ce régime-là ou un autre, que la presse puisse être légiférée, qu'il y ait des textes de loi qui puissent franchement statuer là-dessus, lui donner son indépendance et faire émerger la presse privée. Tout à fait. Que la presse publique. La presse publique, on ne va pas dire qu'elle n'a pas sa place. Elle a sa place, elle peut accompagner, elle peut compléter. Mais que la presse privée puisse avoir toute sa place pour permettre un essor dans ce pays. Merci, Mamad Assilek. Il y a une recommandation d'Éric Topona qui dit « J'encourage mes confrères à plus de professionnalisme pour que le métier puisse être exercé conformément aux règles d'éthique et de déontologie. » On ne t'entend pas, Makaïla. Voilà. Je vais vous lire la recommandation d'Éric Topona, qui est journaliste tchadien basé à Bonn. « J'encourage mes confrères à plus de professionnalisme pour que le métier puisse être exercé conformément aux règles d'éthique et de déontologie. Que les pouvoirs publics puissent également cesser d'embastiller les journalistes. J'exprime aussi mes regrets pour n'avoir pas pu participer à ces débats intéressants. Pourtant, je vous entends très bien. » Ça, c'est une proposition d'Éric Topona. Non, pardon, avant que tu me donnes la parole, je voudrais compléter une chose. Et ça s'adresse à nous autres qui sommes ici. Oui, c'est très bien. Et à nous autres journalistes en ligne, amis qui font la presse en ligne et qui dénoncent. Merci, ne vous laissez pas décourager. C'est délétère, en fait. Ouais. Ceux qui vous disent non, en fait, vous parlez trop, ça n'arrive nulle part, c'est du pipeau. On vous lit matin, midi, soir. Ça aide à changer. Donc, continue comme ça. Merci, Mamad. Maman Saleh Daoud Habib, qu'est-ce que tu peux proposer comme voilà, alternative pour améliorer la presse tchadienne au regard de tout ce que tu as entendu? Merci, Makaïla, pour. Moi, je crois que, en fait, les propositions que nous allons émettre, je crois que c'est des propositions qui vont être dans l'air, en fait. Parce qu'avec ce système, c'est difficile de faire une proposition ou bien des propositions et qui seront respectées. On a le texte qui régisse la presse sont là. On a tout le document nécessaire que le journaliste doit appliquer dans l'exercice de ses fonctions. Mais seulement le respect de ces textes pose problème aujourd'hui. Et je crois que mes propositions, en fait, c'est simple. En fait, il faut donner le pouvoir à cette presse-là d'exercer librement. Et je crois qu'il faut privilégier, en fait, la prolifération de la presse au Tchad. Il faut donner les moyens à ceux qui veulent exercer ce métier librement de faire ce qui. Et aujourd'hui, on sait très bien que certaines presses vivent par les moyens de publicité et autres. C'est ça. Les annonces. Et ça même, en fait, c'est déjà, ça même, je crois que c'est devenu un problème. Ces entreprises qui exercent au Tchad, ces représentations diplomatiques qui envoient des annonces aussi, qui travaillent au Tchad, ont déjà des directives. Ils ont des directives et ça, moi, j'en ai même à discuter par le passé quand j'étais au Tchad. J'ai créé un journal et j'ai même discuté avec certaines sociétés. Ils ont des directives de donner des pages publicitaires à certaines presses. D'autres presses, ils n'ont pas droit à ça. Et ça aussi, ça doit vraiment interpeller tout le monde et doit interpeller ces entreprises et donner les moyens nécessaires à cette presse de fonctionner librement. Et je crois que moi, mes propositions, je ne peux pas, je les garde parce que ça ne sert à rien de donner des propositions à ce système pour moi, à mes yeux, voilà, ne l'applique pas. Tim Chérif, si on vous demandait d'améliorer effectivement la situation de la presse tchadienne actuellement dans cet état-là. Moi, je vais rejoindre naturellement tout ce qui a été dit par Mohamed et puis mon confrère Habib. Et moi, je n'attends rien de ce système-là. Il ne faut rien attendre. Il n'y a aucune opposition à faire au système de débit. Ça serait prêcher dans le désert. Et donc, moi, je pense pour le Tchad du futur, c'est l'après-débit. Moi, ce qui m'intéresse, personnellement, c'est l'après-débit. Qu'est-ce qu'on va faire? Les textes sont là, les institutions, elles sont là. Et ce qui manque, c'est les moyens qu'il faut donner à ces institutions-là, les hommes qu'il faut mettre, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
pour redonner les lettres de noblesse à ces métiers-là, qui est un métier noble. Et tout développement sérieux doit se baser sur la liberté de la presse. C'est consubstantiel à toute forme de progrès, de progressisme ou de qu'est-ce qu'on on peut appeler ça démocratie, on peut appeler ça comme on veut. Donc le futur du Tchad, c'est pour développer ces pays-là, pour relever ces pays-là qui est complètement à terre, pour refonder ces pays-là, il faut penser avec la liberté de la presse. Et la presse, elle a un rôle dans l'éducation, dans la conscientisation, dans le changement de mentalité. Elle a un rôle très, très important à jouer. Et par la presse, on peut éduquer un peuple. Moi, je pense à un journal comme le Moudjahidine, en Algérie, c'est ça? En Algérie, dans ces années-là, des années 53 jusqu'en 63, dans les 57 en 63. C'est un journal qui a joué un rôle très, très important dans les revendications pour l'indépendance de ces pays-là. Et donc, nous, notre presse à nous, elle doit jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, heureusement que dans notre microcosme à nous de réseaux sociaux, on est en train de jouer ce rôle-là. On voit des sujets sociétaux qui reviennent sur la place publique, sur Facebook, qui font débat et qui, après, poussent les autorités publiques, le pouvoir public à réagir. Donc, on va continuer à jouer notre rôle-là comment on appelle, de sentinelle, c'est ça. Par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Mais honnêtement, pour en finir, moi, je ne compte pas sur ces systèmes-là. Je n'attends rien de ces systèmes-là. Il faut attendre l'après-débit pour refonder ces pays-là et puis voir. C'est ça. Merci beaucoup aux uns aux autres. Je rappelle que nous avons pu échanger pendant pratiquement une heure à l'occasion de la Journée mondiale de la presse célébrée aujourd'hui. On a fait l'état des lieux de la presse tchadienne. J'avais comme invité Ahmad Bichara Zeidan, journaliste fondateur du site Regard africain de France. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Il a obtenu en 2006 les prix Lorenzo Natali décernés par l'Union européenne. Nous étions aussi avec Eric Topona. Eric, journaliste à la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle. Il est aussi auteur d'un ouvrage Misère et grandeur de la liberté de presse, d'informer, pardon. Nous avons été également avec Mamad Assilek Kalata, qui est le rédacteur en chef, mais aussi directeur de publication, mais aussi fondateur du site Les Tchadanthropies. Nous étions aussi avec Maman Salih Daoud, fondateur du site Naïd Info. À Toulouse, nous étions également en compagnie de Gassim Chérif, journaliste tchadien. Merci aux uns aux autres d'avoir partagé avec nous vos différentes expériences. Je termine en remerciant également la chaîne Ziana TV, qui est une chaîne panafricaine basée en France, de nous avoir soutenus en termes de couverture technique. Merci aussi aux différents intervenants qui étaient avec nous tout à l'heure. Je tiens à vous remercier infiniment. Et merci aussi à tous les Facebookers tchadiens qui nous ont suivis depuis le monde entier. Merci, ça a été un débat très intéressant et très enrichissant d'une haute facture. Merci d'avoir été parmi nous pendant une heure. Merci à toi aussi, Makaïla. Merci. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.